Le pays de l'Orient, son air marin, ses côtes sauvages, tant de choses à voir et à faire dans cette région nichée sur les côtes du Morbihan. Terre de culture et d'histoire, l'Orient, vous le verrez, possède un étonnant patrimoine architectural. La construction de cette partie-ci va nécessiter entre 12 000 et 15 000 hommes. Puis, c'est à bord d'un monstre d'acier que nous embarquerons pour une expérience hors norme dans l'étrange vie du fond des mers. Avec tous ces appareils, on écoute tout ce qui se trouve autour du sous-marin. Et qui dit culture bretonne, dit aussi gastronomie. Que serait l'Orient sans les produits phares de sa région? La crêpe, en Bretagne, c'est de la véritable dentelle. Donc c'est vraiment un savoir-faire et c'est un métier. C'est dans l'arrière-pays verdoyant que nous découvrirons un patrimoine vivant de taille, le cheval de trait breton. Si celui-là te fait un peu peur parce qu'il est trop gros, il y en a des un peu plus légers. Cette terre d'aventure compte aussi de remarquables sites naturels qui abritent une faune et une flore surprenantes. Bon, je vais vous le dire maintenant qu'il est parti, mais on peut croiser des requins pèlerins ici dans le coin. Je lui ai pas dit avant qu'il parte pour pas lui faire peur. Alors laissez-vous porter dans ce voyage au pays de l'Orient qui se promet riche en émotions. C'est dans le centre-ville de Lorient que débute notre voyage. Nous avons rendez-vous avec Nathalie, une passionnée d'histoire pour qui cette ville n'a aucun secret. C'est la guide de l'architecture et du patrimoine de Lorient. Pour découvrir la ville, Nathalie a tenu à nous emmener au sommet de la tour de la Découverte. 216 marches plus haut, c'est un point de vue imprenable sur la rade de l'Orient qui s'offre à nous. Un panorama idéal pour comprendre l'histoire de cette ville ouverte sur la mer. Donc on se trouve ici sur le lieu d'implantation de la cité de Lorient. Parce que Lorient va se développer à partir de 1666, lorsque la toute jeune Compagnie des Indes orientales, qui a été créée en 1664, décide d'installer sur ce site les installations portuaires et son chantier de construction navale pour mettre en état ces bateaux qui vont faire le tour du monde, aller jusqu'en Chine, en Amérique, etc. Donc c'est d'abord un lieu de construction et de réparation de vaisseaux pour la Compagnie des Indes, puis un lieu de construction des cuirassés à vapeur, le Redoutable, etc. Et à l'arrière, aujourd'hui, sur la base de sous-marins, s'est développée une nouvelle zone de construction navale. On renoue avec les grands voiliers, puisque c'est à l'intérieur de la base de sous-marins sont installés de l'industrie d'accastillage, de mâts en carbone, de coques, etc. Donc on construit maintenant des voiliers de course au large. C'est vraiment une continuité d'activité depuis l'origine de l'Orient jusqu'à aujourd'hui. Et outre la construction navale, l'Orient accueille donc un port de commerce, un port de pêche qui est le deuxième port de France en tonnage. Donc pratiquement toute l'activité est en lien avec la mer. À Lorient, le temps s'écoule donc au rythme des marées. Et c'est justement par la mer que nous allons poursuivre notre escapade. Au petit matin, dans une ambiance feutrée et mystérieuse, nous embarquons pour l'île de Groix. Car impossible d'explorer pleinement cette région sans prendre le large. À bord, nous rejoignons Erwan, notre guide nature. C'est un surfeur globe-trotteur morbihanais qui, depuis des années, parcourt le monde à la recherche de spots de surf méconnus. Mais c'est bien de sa région et de son littoral qu'il reste un fervent admirateur. 8 km de long et 3 de large, l'île de Groix, c'est le joyau naturel du pays de l'Orient. Depuis 1982, cette île abrite la réserve naturelle François-le-Bail, qui protège une faune et une flore étonnantes. Mais surtout, un précieux trésor minéralogique unique en France. C'est en haut du phare de Penmen qu'Erwan a rendez-vous avec Catherine, la conservatrice de la réserve. Penmen, en breton, ça veut dire Pen, la pointe, et Men, le rocher. On est sur l'extrémité rocheuse de l'île de Groix. Alors la réserve, elle démarre où, elle se termine où? Alors François Lebaille, qui a inventorié nos minéraux de Groix, a trouvé la plus belle diversité et les plus beaux minéraux entre la corne de bru et ensuite le sémaphore, tout au fond là-bas. Pour les croisillons, ici, on est sur la réserve d'oiseaux. Par exemple, il y a 120 couples à nicher. Là, il y a donc les goélands argentés, goélands marins, les cormorans huppés, les fulmars qui, eux, nichent dans les falaises le long de cette côte entre la corne de brume et le sémaphore.
En plus de ces populations d'oiseaux marins nicheurs, nous avons des landes à bruyères cendrées, mais aussi de bruyères vagabondes. Pour les botanistes, cette bruyère est intéressante parce que c'est une bruyère qu'on trouve le long du littoral atlantique, du Portugal jusqu'à Groix. C'est vraiment le dernier site où prospère cette bruyère. C'est au nord-est de l'île qu'Erwan et Catherine poursuivent leur exploration. À la pointe des Chats, la réserve protège un précieux site géologique. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la seule réserve naturelle à intérêt minéralogique en France. Ces roches sont donc protégées, et ce depuis 32 ans. Et il était temps parce que l'île était connue depuis un siècle pour ses minéraux et il y a eu beaucoup de pillages. Il y a de beaux restes, mais les plus beaux minéraux, ça fait longtemps qu'ils ont disparu sous le piolet des scientifiques et des collectionneurs. Schiste blanc, vert, bleu, grenat ou glaucophane. Ici, Catherine connaît chaque pierre comme sa poche. À Groix, on répertorie 60 minéraux différents, une étonnante richesse pour une si petite île. Et certains sont tout simplement uniques. Alors ce qui fait l'intérêt de ces schistes bleus pour les géologues, c'est que des schistes bleus qui datent de l'ère tertiaire, qui ont 70 millions d'années d'âge, c'est devenu rarissime à la surface du globe. Il n'y a qu'une dizaine d'endroits où on les trouve et ceux-ci sont les plus beaux. À Groix, on trouve aussi de nombreux minéraux rouges. On la surnomme d'ailleurs l'île aux grenats. Donc c'est ça là qui se détache Oui, et qui avec l'érosion, l'action de la mer vient former le sable rouge qu'on voit en surface sur les plages en fait. Passés par la mer et donnent ces beaux sables rouges très fins. Ces petits grenats sont remplis d'impuretés, donc ils ne sont pas translucides. On ne peut pas en faire des colliers. Et heureusement pour moi, parce que si c'était des pierres qui intéresseraient l'industrie des colliers, ça ferait déjà longtemps qu'ils auraient disparu. Il faudrait que je campe ici pour les protéger. Ce sont donc bien des trésors que cache l'île de Groix. Heureusement, avec Catherine, ils sont entre de bonnes mains et sous haute surveillance. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre d'une autre de nos guides. C'est dans l'une des plus grandes bases aériennes de France que Véronique, une mordue de la culture de sa région, va assister à un entraînement bien étonnant. C'est ici que répète le bagad de l'Anne Bioué, un incontournable du folklore breton. Véronique a la chance de se faufiler dans les coulisses de leur répétition. Mais alors, qu'est-ce un bagad, se diront les non-bretons? Eh bien, c'est un ensemble de musique bretonne. La particularité à l'Anne Bioué, c'est que tous les musiciens sont militaires. Nous sommes en fait au bagad de la Marine nationale. Bon, il y a des gens qui n'étaient pas en place et j'ai vu des gens qui partaient en vrac, qui n'étaient pas au pas. Le major Renard est le régisseur du bagad. Il organise les nombreuses représentations de la troupe. C'est un peu le papa poule militaire de ces jeunes sonneurs. Le fer à cheval, toi, tu bouges pas, parce que toi, tu es notre point de référence. Si tu bouges, tout le monde est perdu. Donc, tu t'arrêtes et tu bouges plus. C'est un véritable privilège d'assister aux coulisses de ces répétitions. Une grande première pour Véronique. D'être au milieu de petites souris, c'est trop super. C'est complètement pas la même chose de les voir en costume et puis là de les voir travailler, c'est super. Je suis ravie. Bon allez, on va recommencer, on se remet en formation bagad ici et on attaque tout de suite le fer à cheval. Cet ensemble de l'Anne Bioué est en fait le seul bagad professionnel en France. Ces 30 musiciens ont en moyenne 22 ans et sont recrutés pour 4 ans au maximum. Alors chaque année, le major Renard organise des auditions nationales pour trouver de nouvelles recrues. L'occasion est trop belle pour Véronique, qui n'hésite pas à tenter sa chance. Bon alors quand est-ce que je peux rentrer moi dans ce bagad? Bon, il faudrait peut-être passer l'audition. Alors je vais essayer. Bon, vous voudriez, on bombarde pour commencer? Ouais. Alors, c'est comme une flûte à bec en fait. C'est voilà. Hein, c'est ça? Pareil. Juste qu'il faut souffler très très fort, c'est ça? C'est ça. Oh non. C'est mieux. Je suis prise.
Toute l'année, le Bagad donne de nombreuses représentations. Voilà maintenant 60 ans que bombardes, cornemuses et tambours font rayonner la musique bretonne dans le monde entier. Mais s'il y a bien une représentation durant laquelle leur présence est incontournable, c'est pendant le célèbre festival interceltique de l'Orient. 10 jours, durant lesquels le centre-ville s'anime aux couleurs de la culture celtique. Avec le temps, le Bagad de l'Anbiwé a construit sa légende. Et la féerie de sa musique a séduit les plus grands. Certaines rencontres marquent plus que d'autres. Et pour le Major Renard, l'une d'elles restera un souvenir à jamais gravé. Alors j'en ai énormément de beaux souvenirs, mais bon, je crois que celui qui pour moi restera le grand souvenir de mon passage au Bagad, c'est cette rencontre avec la reine Elisabeth II en 2011 au château de Windsor. J'ai pu lui parler comme je suis en train de le faire avec vous et c'est un moment quelque part magique et qu'on ne peut vivre finalement qu'au Bagad de l'Anbiwé. Même les Anglais étaient jaloux quand je leur dis, mes amis anglais, voilà, j'ai serré la main de la reine. Voilà, pour eux, c'est quelque chose d'inaccessible. Incroyable. Incroyable, ouais. Et pour Véronique aussi, un souvenir inoubliable que cette rencontre privilégiée avec le Major Renard et ses hommes. Continuons maintenant notre route pour rencontrer notre dernière guide, une spécialiste de la gastronomie de la région. Pour ce chef propriétaire d'un restaurant au centre-ville, la règle d'or de la bonne cuisine, c'est avant tout des produits frais et locaux. Pour Nathalie, pas question de supermarché. Alors, à la première heure, elle se rend au port de pêche de Lorient. C'est directement chez son marieur qu'elle va acheter son poisson. Chaque matin, ce grossiste se fournit en poissons et crustacés à la criée du port. Tous ces produits sont donc ultra frais. Je commence ma journée avec le port de pêche, c'est-à-dire que vers les 8 heures, je viens chercher mon poisson. Et puis une fois que j'ai choisi mon poisson, je choisis mes légumes et puis j'imagine mon menu. Donc c'est vraiment le commencement de ma journée de travail. Et ce matin, la pêche a été bonne. Nathalie n'a que l'embarras du choix. Du chinchard, du lieu jaune, donc c'est aussi très beau. Donc là, le maquereau est superbe, donc il est bien raide, donc c'est vraiment un poisson de petit bateau. En fait, moi, je choisis en priorité vraiment les bateaux côtiers, parce qu'il y a une fraîcheur dans le poisson qui va permettre de vraiment sentir le bon goût iodé du poisson dans l'assiette. Des sardines. Donc là aussi, on sent qu'elles sont bien belles, il n'y a pas du tout de tache de sang, donc elles sont vraiment très belles. Et puis du merluchon. Alors ça, j'avoue, c'est un petit peu mon chouchou. C'est vraiment le poisson typiquement lorientais qui va rester assez moelleux, très fin en goût. Donc c'est vraiment un poisson que j'aime beaucoup. Je crois que je vais partir là-dessus pour mon menu ce midi. Nathalie ferait-elle partie du club des fervents supporters des merlus de l'Orient ? Car oui, ici, le merlu, c'est bien plus qu'un poisson. En fait, dans les premières équipes de football, la présidente, c'était une marailleuse. Et dans l'équipe, en fait, il y avait beaucoup de marailleurs, il y avait des pêcheurs. Et en fait, la marailleuse, qui était la présidente, avait l'habitude de les appeler les merlus, en fait, ces footballeurs. Donc voilà, depuis presque 100 ans, c'est resté les footballeurs de l'Orient. Supporter ou pas, dans tous les cas, chez Nathalie, ce sera merlu au menu, un incontournable de la saison. Donc j'ai pris 1,8 kg de merluchon, en fait. Alors, 1,8 kg de merluchon. Ok. Et demain, il y a quoi, tu sais à peu près ? Il te faut de la lotte. Ici, Nathalie trouve toujours son bonheur. Chaque année, c'est 24 000 tonnes de poissons qui sont débarquées au port de pêche. Pour Nathalie, les emplettes sont terminées. Elle va donc rejoindre son restaurant, où nous la retrouverons très bientôt pour un cours de cuisine particulier. Dans la vallée verdoyante du Blavet, le long des chemins de halage, découvrons à présent une Bretagne plus secrète. Avant que les péniches ne soient modernisées, partout en France, ces canaux servaient aux mariniers, qui faisaient tracter par des chevaux de trait leurs embarcations. Et en Bretagne, l'élevage de ces chevaux de travail a toujours tenu une place particulière.
Au XVIIIe siècle, la région est la première dans l'élevage de celui qu'on surnomme le trait breton. C'est au haras national d'Hennebont, avec Véronique, que nous allons nous replonger dans l'histoire de ces colosses. Elle y retrouve son amie Françoise, directrice des lieux. Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Bon, tu me montres ces grosses bêtes? Oui, avec plaisir. Bienvenue au haras national d'Hennebont. Je suis contente d'être là. On se fait une petite balade en calèche malgré le temps? On va trouver une fenêtre. On met ça sur sa tête. Oh, t'es dur avec mon brushing. Tant pis pour le brushing. Ok. Elle te va? Elle me va. Super. Le haras d'Hennebont propose régulièrement des visites du domaine en calèche, tractées par des chevaux de trait. Mais aujourd'hui, c'est en voiture de sport que va embarquer Véronique. C'est Hervé, un agent du haras, qui prépare le carrosse de ces dames. Donc ça s'appelle la mise à la voiture. Parce qu'en fait, on parle souvent de carriole ou de charrette, mais on parle de voiture d'attelage. Ici, c'est une voiture marathon. Je te rassure, on va aller doucement pour aujourd'hui. Oui, je préfère. Mais dans la vraie vie, sensation forte garantie, on passe dans des obstacles, des trous, des fossés, des mares. Et il y a des concours jusqu'au niveau international. D'accord. Tout à fait. Et franchement, ça fait des sensations. Ah ouais, c'est vrai. Bon, écoute, une petite balade, ça m'ira bien pour aujourd'hui. Le tout, sur une voiture de sport comme celle-là, c'est de trouver sa place. Voilà. Ah oui, on peut rester debout. On peut rester comme ça. Ouais, c'est et beaucoup même mieux. une main là et l'autre ici. D'accord. Super. Ça va? C'est Tu te sportif. sens à l'aise? Ouais, très. Bon. Eh ben écoute, c'est parti. Bon alors Véro, première sensation? Bah écoute, super, c'est très agréable. Le bercement là, du pas du cheval, quand on transporte du public, des jeunes enfants en particulier, il y en a qui s'endorment dans la calèche. Ouais, moi j'ai un peu l'impression d'être dans un camion poubelle aussi, j'ai sauté comme ça. J'ai toujours rêvé de monter derrière un camion poubelle. C'est vrai, bon, chacun peut voir l'activité comme elle lui plaît. Cette balade au pas, c'est l'occasion pour Véronique d'en savoir plus sur ce magnifique domaine. Toutes ces écuries, elles ont servi à quoi avant? Il y avait ici jusqu'à plus de 260 étalons. Donc à l'époque, bien sûr, des étalons pour la guerre, pour l'agriculture, et un haras autrefois impérial. On a croisé Napoléon sur ce site, qui a fait une visite éclair, on va dire ça comme ça. Et tous ces chevaux de guerre, c'était pour les campagnes de Napoléon? On a eu donc des étalons sélectionnés pour l'armée, avec des missions de portage de matériel, de transport de troupes. Donc on sélectionnait à l'époque des chevaux pour cet usage, puisque le rôle historique des haras, c'était d'avoir les reproducteurs qui permettaient au roi puis à l'État de disposer des chevaux dont il avait besoin. Aujourd'hui, le haras continue de préserver l'élevage et le dressage des chevaux de trait. Alors, Véronique et Françoise poursuivent la visite aux écuries, un cadre 3 étoiles. Elles sont magnifiques ces écuries. Alors ce sont des écuries qui sont installées ici depuis 1857. Elles hébergent les étalons de trait breton. On peut aller à leur rencontre si tu veux. Oui, je vais voir. Ces grosses bêtes. Massifs et compacts, les chevaux de trait breton paraissent forts et puissants. Avec leurs 750 kilos pour leur petit 1,60 m en moyenne, ces étalons en imposent. Donc voilà Rebelle 12, qui est donc un étalon qui est ici au haras pour du travail d'attelage et puis également en tant que reproducteur. Donc le trait breton, c'est vraiment un cheval corpulent, massif, avec un excellent caractère. Pourquoi? Parce qu'il a été sélectionné durant des années pour servir l'homme, en agriculture essentiellement, et puis plus récemment pour des utilisations de loisirs, d'attelage. Donc on peut aujourd'hui, je dirais, trouver un breton à son envie, sachant qu'il existe aussi le postier. Si celui-là te fait un peu peur parce qu'il est trop gros, il y en a des un peu plus légers. Donc Hermès, son voisin, il est postier. Alors la différence ne te saute peut-être pas aux yeux, mais il est quand même beaucoup plus léger dans son modèle. Donc Hermès, il a en plus la particularité d'être aubert. C'est une autre couleur vraiment historique de la race bretonne, avec du poil blanc et du poil alezan mélangés. Ouais, c'est plus rare ça. Beaucoup plus rare. Et aujourd'hui, on a un rôle de préservation de tout ça. Voilà. C'est bon. Bien évidemment, aujourd'hui, le trait breton n'est plus très utilisé en agriculture. Mais depuis quelques années, les villes commencent à s'intéresser à son potentiel. Ramassage scolaire ou entretien d'espaces verts, à la fois ludique et écologique, l'attelage moderne pourrait bien être l'avenir de ces colosses. Bon, Véronique, tu es prête pour une leçon d'attelage? Ah bah oui. Alors, et il s'appelle Rebelle. Vous me l'avez choisi, non? Rebelle, marcher. Et ça marche. Et ça marche.
Véronique semble prendre le pli sans grande difficulté. Elle mène son étalon d'une main de maître. La queue est parfois gênante. Si comme elle, vous souhaitez vous former, n'hésitez pas, le Haras donne des cours toute l'année. Après toutes ces aventures, il est temps pour nous de nous restaurer. Direction donc le quartier de Kerentrèche à Lorient, où se trouve le restaurant de Nathalie et son mari Arnaud. Ils ont ouvert cet établissement il y a 25 ans, un petit temple des saveurs bretonnes. Nathalie nous attend pour un cours de cuisine à base de produits de la région. Et voilà, un merluchon de Lorient, du port de Lorient, que je vais lever en filet pour pouvoir faire une crêpe en fait au merlu, servie avec une petite sauce au basilic et au carigos, qui est vraiment un mélange d'épices typique de Lorient. Et puis on mettra des haricots verts en légumes. De beaux produits, de la gourmandise et beaucoup de plaisir. Voici les 3 ingrédients phares de la cuisine simple mais délicate de notre chef. En fait, moi, j'aime cuisiner, mais j'aime aussi les produits. Donc, si j'ai pas les bons produits, ça va m'enlever du plaisir. Donc, en fait, c'est primordial. Et j'aime mieux le produit, à la rigueur, on va dire, que le côté technique de la cuisine. Donc, voilà, je passe du temps sur mon produit et peut-être un petit peu moins de temps sur la technique. Surnommée la fée du Morbihan par le critique gastronomique Gilles Pudlowski, Nathalie est avant tout passionnée par les saveurs de la Bretagne. Alors, mon mari n'était pas vraiment attaché à la Bretagne comme moi je pouvais l'être, mais bon, je l'ai converti et donc il m'a suivi. Et moi, ça fait partie de ma vie en fait. Je voulais bien aller à Paris pour apprendre mon métier, mais il n'était pas question de rester vivre. Maintenant, j'y vais en vacances, c'est très agréable. Depuis 25 ans, Nathalie et son mari se sont tissés un réseau d'amis producteurs chez qui ils ne trouvent que le meilleur. La crêpe, en Bretagne, c'est aussi un métier. La crêpière avec qui je travaille, elle a mis des années à maîtriser sa pâte à crêpes et je suis incapable de faire aussi bien qu'elle. Et en fait, voilà, c'est de la véritable dentelle. Donc c'est vraiment un savoir-faire et c'est un métier. Donc c'est pour ça que je fais appel à Ivan, du côté d'Inguignel, qui me fait des crêpes formidables. Alors ça me permet, comme elle est très fine, elle va pas prendre le dessus sur le poisson, elle va amener du croustillant, elle va amener son petit goût de blé noir, mais c'est le poisson quand même qui va rester un petit peu la star de la recette. Donc là, on est en Bretagne, hein. Je suis obligée de beurrer ma crêpe. C'est bien évidemment du beurre à la fleur de sel qu'utilise Nathalie. Puis, elle relève le tout avec une épice, on ne peut plus l'orientaise. Je vais utiliser du carigos, donc un mélange d'épices typiquement lorientais, puisqu'il a été imaginé par un pharmacien, Monsieur Gosse. Il vendait son carry dans sa pharmacie, et le jour où il a vendu sa pharmacie à la famille Pouezat, donc au début du XXe siècle, il a vendu en même temps son secret. Mais c'est resté le carigos. Et aujourd'hui encore, on ne trouve ce fameux mélange que dans les pharmacies de Lorient. La papillote fin prête, il est temps de la faire cuire. Donc dans le four, 250 degrés, à peu près pendant 7 minutes. La cuisine de Nathalie est étonnante de spontanéité. Avant tout attentive aux produits, ses recettes semblent s'écrire comme une partition selon les saisons. Le poisson de saison va miraculeusement bien se marier aussi avec le légume de saison. Donc en fait, en faisant les courses, on a des produits souvent qui se marient bien entre eux et donc l'inspiration vient assez naturellement. Mélange de goût, de couleurs, de saveurs. Dans sa cuisine, Nathalie sublime les produits sans les dénaturer. Ces plats sentent bon la Bretagne. Et après, tout simplement, je vais poser ma papillote sur mes haricots verts. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, une papillote de merlu, au sarrasin bien sûr. Régulièrement, Arnaud, le mari de Nathalie, qui gère la cave du restaurant, passe en cuisine pour découvrir les préparations et harmoniser son choix de boissons. Pour alléger, et le tout parfumé avec quand même pas mal de basilic. Et c'est donc ensemble qu'ils réfléchissent aux meilleurs accords pour sublimer plats et vins. On pourrait aller sur du cidre, ça pourrait changer un petit peu. Pourquoi pas? Avec le basilic, la tomate, le citron, je le sens bien. Ouais. Donc un Guilvic de chez Anne et Eugène, c'est sympa. D'accord, donc on part sur le Guilvic. Ouais, on va partir sur le Guilvic, super. Fin et acidulé, le cidre Guilvic est un produit typique de la région. Voilà le merlu. Très prochainement, nous irons à la rencontre de ce producteur qui nous dévoilera ses secrets de fabrication. Mais en attendant, nous poursuivons notre exploration du pays de l'Orient.
nous avons rendez-vous avec notre guide nature à l'Armor Plage, au centre nautique de Kerguelen. Si à l'origine, ce lieu est une école de voile réputée, c'est une toute autre activité qui attend Erwan. Parfait, bienvenue à bord. Direction Tahiti Beach. À bord, il retrouve Mathieu et Antoine pour une découverte, vous allez le voir, on ne peut plus en profondeur de l'île de Groix. Mathieu et Antoine sont en fait moniteurs de plongée et leur sport favori se trouve au pied de cette petite île. Les plongeurs l'ont rebaptisé Tahiti Beach parce que c'est un site riche avec souvent de la visibilité, de l'eau claire et plein de choses à voir. Vraiment un site très riche au niveau de la diversité de faune et flore. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir? Alors on va croiser beaucoup de crustacés, étrilles, tourteaux, crevettes. Au niveau faune et flore fixée sur les rochers, on a des éponges, on a des anémones, des congres qui sont assez réputés dans le coin. Grands poissons qui ressemblent un petit peu à un serpent, un grand poisson gris. Et puis beaucoup d'épaves qui sont présentes dans les couraux ici, sur lesquels on plonge. C'est une des particularités de notre région ici, avec la présence de la base des sous-marins de l'Orient. Connaissez-vous le dicton « Qui voit Groix, voit sa croix ». Un présage pas très rassurant, mais qui semble avoir vu juste dans la destinée de nombreux marins malchanceux. Autour de l'île de Groix reposent plus de 350 épaves. Et les plus vieilles épaves, elles remontent... Alors les plus vieilles épaves datent de 1800 à peu près. On a quelques navires napoléoniens, des bateaux en bois, sur lesquels on plonge très peu. Sur toutes les épaves qu'on plonge, ça va être des bateaux de 1914, 1920 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Et puis quelques épaves aussi beaucoup plus récentes. On a quelques bateaux qui ont été coulés dans les années 80-90, des chalutiers majoritairement. Vêtements, vaisselle ou munitions, c'est souvent toute une vie que découvrent les plongeurs au cœur des épaves. Des trésors qui attisent chaque fois un peu plus leur passion et leur curiosité. Une épave que j'ai cherchée pendant longtemps ici, c'est l'épave du Chasseur 16. Pareil, un bateau de la Seconde Guerre mondiale. Il m'a fallu 10 ans pour la trouver. Voilà, par exemple. Et t'as déjà remonté des objets ou des pièces rares? On n'a pas le droit de remonter ni d'espèces vivantes, ni d'objets et de pièces remarquables qu'on peut trouver sur des épaves. Tout ce qui se passe au fond reste au fond. Remonter des objets pour qu'ils finissent leur vie dans une vitrine, moi je trouve ça vraiment dommage. Avant de plonger, quelques rudiments de sécurité s'imposent pour Erwan. Une fois sous l'eau, il ne sera plus temps de poser de questions, car la communication est assez limitée. On a ce signe-là, qui est question-réponse. Est-ce que tu vas bien? Tu me réponds. Très bien. Je remonte. Ah ouais. Question, est-ce que tu vas bien? Je réponds la même chose. Oui, je vais bien. Voilà. On remonte. On descend. On descend. Stop. Voilà. Et puis après, bien ouvrir les yeux, bien regarder, essayer d'aller bien fouiller sous les algues, dans les failles, trouver le maximum de choses, essayer de voir le plus de trucs possible. Soleil et mer calme, aujourd'hui les conditions sont optimales pour une belle plongée. Il ne reste plus qu'à se jeter à l'eau. Ok, on descend en marche arrière à l'échelle. Marche arrière. Voilà. Reste bien sur le dos. Ouais. Ah ouais. On va être un peu sur le sable au début, puis ensuite on va aller vers la roche sur le côté. Bon, je vais vous le dire maintenant qu'il est parti, mais on peut croiser des requins pèlerins ici dans le coin. Je ne lui ai pas dit avant qu'il parte, pour pas lui faire peur. Mais il arrive parfois qu'on croise des requins pèlerins, qui sont des animaux qui peuvent faire jusqu'à 8 ou 9 mètres de long à peu près, en espérant qu'il en croise. Le requin pèlerin est le plus gros poisson du monde après le requin-baleine. Mais rassurez-vous, il est totalement inoffensif. Malgré sa taille imposante et toute la frayeur que peut inspirer sa gueule béante, il n'est en fait qu'un féroce dévoreur de plancton. Pour Erwan, pas de requin à l'horizon. Et c'est une plongée bien paisible qui l'attend. Une multitude d'autres espèces habitent ces fonds marins bretons. Entre faune et flore, c'est un univers multicolore qui se dévoile sous ses yeux. Oursins, crevettes, sèches, tourteaux et araignées, étoiles de mer, étrilles et anémones bijoux, Erwan palme de surprise en surprise. Fond de roche ou banc de sable, les côtes de l'île de Groix offrent des spots de plongée très variés.
Des paysages méconnus du pays de l'Orient qui méritent vraiment de se mettre à l'eau. Nous nous rendons à présent au cœur du patrimoine de l'Orient pour découvrir sa fameuse base de sous-marins. Située sur la presqu'île de Kéroman, c'est un élément majeur de l'histoire de la ville. Ici, entre 1941 et 1943, ont été édifiés 3 gigantesques blocs de béton armé. C'est la marine allemande qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a choisi la rade de l'Orient pour bâtir sa plus importante base de sous-marins. Un chantier titanesque, 500 000 mètres cubes de béton. Dans cet ensemble de bunkers réputé indestructible, K3 est le plus grand des hangars de la base. Nathalie y retrouve Swazik, sa collègue, une spécialiste des lieux. Bonjour Swazik. Alors, on est parti pour une visite de la base. Bonjour. Alors nous sommes ici donc dans le K3. Il y a donc des bassins immergés. Il y en a 7 dans ce K3 pour pouvoir mettre à l'abri 13 sous-marins, entre 11 et 13 sous-marins. La construction de cette partie-ci, qui est donc en eau, va nécessiter une main-d'œuvre entre 12 000 et 15 000 hommes qui viennent de toute l'Europe. Et ils travailleront 24 heures sur 24 sur 2 équipes de 12 heures. Pour l'Orient, la présence de cette base va être une malédiction. En décembre 1942, les Alliés décident d'attaquer les Allemands, mais n'ont pas les moyens techniques de détruire cette forteresse de béton armé. Ils décident alors de bombarder le centre-ville. L'Orient est totalement détruite. La base est à peine égratignée. Les Allemands partent, la base reste. Et c'est la Marine nationale qui récupère les lieux. Elle en fera pendant 50 ans l'un des plus importants centres de sous-mariniers français. Depuis, la base est en reconversion en pôle économique, touristique et nautique. Donc c'est un lieu qui est chargé de plein de petites strates humaines. Et aujourd'hui, il y a une réinterprétation et on réinvente le lieu pour s'y installer, pour y mettre du bureau, pour y mettre de la formation. Donc on peut détourner les lieux. Il y a une telle monumentalité qu'il y a plein d'espaces qu'on peut réinvestir aujourd'hui avec un regard artistique. Donc c'est un lieu qui continue de vivre et qui continue d'être réinventé. Sur la base de Kéroman, on trouve également un étonnant souvenir laissé par la Marine nationale. La Flore, un insubmersible de 37 mètres. Après 40 000 heures de plongée, ce sous-marin a bien mérité sa retraite au sec. Bonjour Nathalie. On va aller à bord. Michel est un ancien sous-marinier qui a fait toute sa carrière à l'Orient. Ensemble, nous allons découvrir les entrailles de ce monstre de fer, une immersion dans la drôle de vie du fond des mers. Voilà Nathalie, maintenant nous sommes dans le poste équipage à l'avant qui est aussi le poste torpille. Alors ici sur ce type de sous-marin, il y avait en moyenne 55 personnes, des fois plus, ça dépendait des missions. Et ça c'est un peu c'était le poste équipage. Ici il y avait à peu près 25 à 30 personnes qui se partageaient ce local au rythme des heures de quart. Donc vous voyez quand même que l'espace est très restreint. Oui. Il faut s'imaginer quand les tables sont en place, il y a des tables tout le long, vous prenez le quart à minuit, vous êtes en train d'essayer de dormir, puis il y a les gens qui sont en train de casser la croûte ou qui sont en train de jouer aux cartes, c'est pas toujours facile. C'est la pièce de vie un peu. C'est la pièce de vie, ouais. Et vous sentez l'odeur. L'odeur qui reste. C'est une odeur qui reste, elle est toujours présente, donc il y a le mélange d'odeur corporelle, de gasoil, etc. Et ça a imprégné toutes nos affaires. On pouvait éventuellement prendre une douche, c'est le seul local qui est équipé d'une petite douche, mais comme il n'y avait pas d'eau à bord pour se laver, c'était rare qu'on prenne une douche si vraiment c'est nécessaire avant d'arriver en escale, quoi. Ouais. À bord, la température pouvait dépasser les 40 degrés. Quand on sait que les missions pouvaient durer jusqu'à 4 semaines, c'est dire s'il fallait être résistant. Nous entrons à présent dans le central d'opération. C'est ici que se trouvent tous les appareils d'écoute. Sonar, radar, appareils de transmission et surtout de lancement de torpilles. C'était un peu le cerveau du sous-marin. On écoute tout ce qui se trouve autour du sous-marin. On essaye d'entendre les bruits, le maximum de bruit, et d'analyser ces bruits pour savoir à qui on a affaire. Et tout est reporté ensuite sur cette table, de manière que le commandant puisse avoir une situation globale de ce qui se passe autour de lui. C'était dans cette pièce-là que vous étiez? Oui, mon rôle, j'étais chef de CO, donc je gérais un peu tous les appareils que vous avez ici, et je tenais à jour cette table pour que le commandant, après, puisse prendre ses décisions, quoi.
Finalement, avec toute cette machinerie, l'espace de vie et de circulation était extrêmement restreint pour l'ensemble de l'équipage. Le prochain local que va nous faire découvrir Michel risque de parler à plus d'un. Une chose est sûre, à bord, la vie n'était pas de tout confort. On arrive maintenant dans un petit local très important qui n'est pas grand, mais qui est primordial pour la vie à bord, la cuisine. Chaque ménagère, je suis sûr, rêverait d'avoir une cuisine comme ça pour assurer l'alimentation d'à peu près 55 personnes à bord. C'est immense. Et en face de la cuisine, les toilettes. Là aussi, c'est pas très grand, quoi. Nous terminons la visite à l'arrière du sous-marin, un espace que Michel connaît plutôt bien. Voilà ma couchette. Lorsque j'étais embarqué sur ce sous-marin, je dormais ici, quoi. Et j'étais moins costaud aussi à l'époque. Je montais là-haut plus facilement. Maintenant, ce serait plus difficile, quoi. Ouais. Aujourd'hui, les conditions de vie dans les sous-marins ont un peu évolué, mais le confort reste encore très spartiate. Depuis 4 ans, ce sous-marin est ouvert aux visites. Alors si vous passez à Lorient, n'hésitez pas à monter à bord. Nous prenons à présent la route vers Guidel. Nous sommes attendus au verger de Kermabo. C'est dans ce jardin d'Éden, bercé par la douceur maritime des côtes voisines, que Gênes cultive une variété de pommes bien particulière de la région. Aujourd'hui, c'est le tout premier jour de récolte de la saison. Arnaud, le mari de Nathalie, a quitté les cuisines de son restaurant pour rendre visite à son ami producteur. Ça va, tu vas bien? Salut Arnaud. Ça va, tu vas bien? Ah bah ça y est, c'est parti. Et ben voilà, la récolte de la nouvelle année 2014, c'est parti. C'est bon. En général, ça prend combien de temps? En fait, il faut raisonner sur 2 ans, finalement. Parce que donc, comme nous, on est en production biologique, donc le cycle naturel de l'arbre fait que il a une tendance à alterner avec le temps. Et ça, bon, on peut faire contre nature toujours. Il y a toujours possibilité. Non, mais il vaut mieux laisser la nature faire des choses. Nous, on part du principe qu'on la laisse faire un peu sa vie. Dans le verger de Kermabo sont cultivées une dizaine de variétés de pommes. Mais la star du domaine, c'est la Guilvic, la plus petite pomme verte cidrière de Bretagne Sud. Alors cette pomme, elle a la particularité de faire un cidre blanc. Donc un cidre blanc par rapport à tous les autres types de cidres qui font plutôt des cidres colorés et qui sont tanniques, qui ont de l'amertume. Alors que celle-ci, il n'y a pas du tout d'amertume, elle n'a que de l'acidité. Et donc ce qui fait qu'au pressage, ça a beaucoup de fruité, un peu agrume et avec une saveur très citronnée, quoi, et donc très agréable. Un peu, on appelait ça avant le champagne breton. On se le réservait avant pour les baptêmes, pour les manifestations un peu plus festives, quoi. Pendant longtemps, peu de cuvées de cidre Guilvic étaient réussies, ce qui en fait un produit d'exception. Mais encore aujourd'hui, sa fabrication reste un art délicat. De la récolte des fruits à la mise en bouteille, Eugène produit son cidre de A à Z. Et pour lui, c'est ce qui fait toute la différence. L'immense avantage d'être producteur de pommes, c'est qu'on maîtrise complètement le process de fabrication. C'est-à-dire qu'une pomme, pour qu'elle reste en bon état de qualité aromatique, il faut la ramasser rapidement et la transformer rapidement. Donc, et comme nous, on gère complètement ce paramètre récolte et transformation, en fait, il y a un délai d'1 jour maximum, donc la pomme n'est pas dégradée. Et donc, sur cette plateforme, il y a un caniveau central que l'on ouvre. Et donc, les pommes vont passer dans ce caniveau-là et avec un circuit d'eau. Donc, donc de ce caniveau-là, elles vont passer par en dessous pour aller vers la fosse qui alimentera le broyage. D'accord. Donc voilà, donc ici, les pommes vont arriver ici dans les différentes fosses, et puis elles vont être véhiculées sur la chaîne d'alimentation pour aller au broyage. D'accord. Voilà. De la pomme au nectar, il y a donc un travail du fruit bien précis. Lavage, macération, pompage, puis enfin pressage. La préparation est savamment orchestrée par Eugène. Et le jus est refroidi à ce moment-là dans les cuves. Parce qu'il faut voilà. On peut goûter, bien sûr. Ouais. C'est du cidre de l'année dernière, qui était justement du jus acidulé qui n'en a pas beaucoup cette année et qui nous servira de base d'assemblage pour les cidres de l'année. Pour les papilles d'Arnaud, ces saveurs sont toujours un émerveillement.
C'est impressionnant le fruité qu'il a. T'as une belle vivacité légère, discrète, mais bien sucré, bien... Ah oui, c'est très bien conservé. Très sympa. Ouais. Ah ouais. Depuis 25 ans qu'on travaille ensemble, c'est toujours de qualité régulière. Et comment tu arrives à toujours avoir cette qualité top, quoi? Eh ben, c'est pas compliqué. Propreté, rapidité, bien respecter la matière première fraîche, propre, saine, surtout saine, très saine, pas de pommes pourries, et on arrive à des produits super, quoi. Eugène fabrique bien d'autres produits à base de pommes. Alors si vous passez sur les côtes de Guidel, pensez à faire un crochet dans les terres pour le plus grand plaisir de vos papilles. Bon, bah, écoute, Arnaud. Bon, allez, j'y vais, hein, parce qu'il y a Nathalie qui m'attend. Eh ben oui, il faut pas laisser attendre. Hein. Allez, à bientôt. Salut, au revoir. Retour à présent autour de la base de sous-marins de l'Orient. 727 Sailbags est une jeune société qui a eu l'idée originale de recycler des voiles de bateaux usés pour en faire des objets design. Sacs, vêtements et mobilier, ici tout est fait en voile de bateau de course. Aujourd'hui, la société ouvre les portes de son container maritime à Véronique pour lui dévoiler les secrets de fabrication de ses produits made in France. Elle retrouve Stéphane dans son atelier, un artisan qui fait un métier bien peu commun. C'est un découpeur de voiles. Bah voilà, c'est là que j'entrepose un petit peu toutes les voiles que j'ai déjà travaillées. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est des panneaux par exemple qui sont prêts pour la découpe sur la machine numérique. Il y en a qui sont très colorées, d'autres moins. Voilà, c'est ça. Il y en a qui sont même presque transparentes. Voilà. On dirait que c'est du plastique, mais c'est quoi en fait cette matière-là? Bon, voilà, c'est du Kevlar. Hein. Dacron, carbone et toile de spi, ici les matières sont les plus grandes sources d'inspiration des designers. Il reste toujours du sel en fait sur les voiles. Et du coup, quand je les découpe, c'est vrai que ça me plaît assez de me dire que telle voile, elle a pu, je sais pas moi, naviguer dans l'océan Pacifique et que donc le sel qui est sur mes mains peut venir du Pacifique par exemple. Alors, qu'elle soit neuve ou usée, chaque voile est précieusement stockée. En gros, on peut dire que l'histoire du sac commence un petit peu ici. La première véritable étape étant la récolte en fait des voiles. Et c'est vrai qu'ici on est bien placé parce qu'on est à côté de la Cité de la Voile, à côté du pôle de la course au large, donc il doit y avoir plein de bateaux qui changent de voile tout le temps. Juste en bord de mer. Hein. Ce n'est effectivement pas par hasard que la société a installé son atelier ici. Leur hangar est entouré de nombreuses écuries de skippers professionnels. Stéphane a justement rendez-vous pour récupérer une voile de bateau pas très loin d'ici. En fait même, juste en face. Voilà Stéphane, j'ai quelque chose pour toi là. Ouais, très bien. Écoute, on a trouvé cette voile du dernier Vendée Globe là, qui est, je pense, va faire des beaux sacs. Et puis... D'accord, impeccable. Écoute, on va lui donner une nouvelle vie. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Jean-Pierre Dick, un skipper célèbre pour ses performances lors du Vendée Globe de 2013. Bon c'est la fin d'une histoire. Et le début d'une autre. Ok Stéphane, prends-en soin. Hein. Écoute, je te remercie, on va en prendre soin. Bon, qu'est-ce que ça fait de penser à la deuxième vie de cette voile qui a déjà fait le tour du monde? Il y a toujours un petit côté émotion parce qu'on se souvient de certaines phases avec la voile réelle. Et... je suis content qu'elles partent vers d'autres aventures. Souvent, les voiles sont considérées un peu comme inconsommables parce que c'est la performance, c'est le moteur du bateau. Et on réussit aujourd'hui maintenant à les recycler grâce à 727 Sailbags. C'est une deuxième vie. Voilà, il y a un côté un peu save the planet. Ouais, absolument. C'est quand même des voiles qui ont une histoire, donc ce serait dommage de jeter ça. Donc il y a moyen de faire de jolies choses. Super. Mais avant de devenir de jolis sacs, ces voiles ont encore un long voyage à faire et vont passer entre plusieurs mains. Tout d'abord, dépliage et découpage de la voile. Puis, direction l'atelier de découpe. Grâce à une machine ultra moderne, Stéphane peut découper des dizaines de voiles en même temps. Pour lui, le travail s'arrête ici. Place au choix de couleurs et de textures. Des possibilités de montage infinies qui rendent chaque pièce unique. Et enfin, l'assemblage des sacs se passera entre les mains de Marie-Claire, une couturière chevronnée. C'est à la célèbre voilerie Tonnerre qu'elle a débuté sa carrière il y a une quarantaine d'années. J'ai participé à la fabrication des voiles du bateau d'Éric Tabarly, Pédux 6,
Et je les ai retrouvés ici il y a 2 ans parce qu'on les a recyclés pour une série limitée. Vous les avez retravaillés 2 fois? 2 fois, ouais. Leur première vie et leur deuxième vie. Tout à fait. Ça, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Et ces belles histoires, c'est justement ce que les créateurs de la société cherchent à conserver. Alors Jean-Pierre, j'ai trouvé cette pochette qui vient de la voile de votre bateau qui a fait la route des Princes. Oui, voilà, c'est les voiles du trimaran. Alors, sur chaque produit est cousue une fiche d'identification qui permet à son propriétaire de retracer l'histoire maritime de son acquisition. Et voilà, donc ça sera, c'est la touche finale. Bon, là, c'est un petit plus, bon vent, un petit peu plus personnalité. Oh, merci. Après toutes ces histoires de navigation, il est temps pour nous de larguer les amarres, car une dernière aventure au fil de l'eau nous attend. Notre voyage dans le pays de l'Orient s'achève au port de Kerok, près de l'Armor-Plage. Vincent, moniteur de kayak, a donné rendez-vous à Erwan pour lui faire découvrir un autre visage des côtes bretonnes. Allez, c'est parti pour une promenade au ras de l'eau. Pour pagayer, en fait, on va tourner les épaules, tu vois. Tu tournes tes épaules vraiment vers la droite, là, en l'occurrence. Comme ça, tu peux pagayer à gauche. Et on va accompagner le mouvement avec les épaules. On va aller vite après, là. On va tracer, là. Si je fais ça, c'est moi. clair. C'est clair. Erwan semble avoir acquis sans aucun souci l'art du maniement de la pagaie. Donc là, on va vraiment se rapprocher de la côte, là. L'idée, c'est d'aller se mettre à l'abri du vent. Ce qui est sympa en kayak de mer, c'est un changement d'ambiance, tu vois. On passe d'un endroit où on était un petit peu dans le vent, à un endroit abrité du vent. Suivant les horaires, le paysage change régulièrement, marée haute, marée basse. Les voiliers passent un peu plus au large, alors que nous, on navigue vraiment au ras des rochers. Et on est les seuls à utiliser cette zone-là. Alors il y a les pêcheurs et les plongeurs, mais eux restent statiques. Ce qui est super sympa, c'est qu'avec un petit peu de houle, s'amuser à passer par-dessus les cailloux, à surfer un petit peu les mouvements d'eau. C'est comme ça qu'on prend pas mal de plaisir en kayak de mer. De cet endroit, Vincent en connaît les moindres secrets. Une fois la marée descendue et après quelques slaloms dans les rochers, c'est une trouvaille bien étonnante qu'il va nous faire découvrir. Qu'est-ce que tu vas me montrer? On va aller voir les pousse-pieds. Les pousse-pieds. Mais que peut-il bien se cacher derrière un nom si peu ordinaire? Les pousse-pieds, c'est ça. Alors, on croit que c'est des coquillages, mais c'est pas des coquillages, c'est un crustacé. Parce qu'il y a une petite bête qui vit à l'intérieur, là, et qui vient attraper le plancton, en fait. C'est une pêche très dangereuse parce qu'en fait, quand il y a de la houle, il faut attraper le pousse-pied entre 2 vagues. Du coup, il faut aller taper au marteau et au burin dessous pour pouvoir arracher puis conserver le petit tube qui se mange. Donc on va les laisser tranquilles, hein. La pêche est très réglementée. Dans le coin, il y a très peu de journées où on a le droit de pêcher les pousse-pieds. Le plus de jours, c'est en hiver, mais c'est que quelques jours par mois. En harmonie avec la nature, Vincent et Erwan voguent au fil de l'eau. Ce soir, gravelots, airettes, grands cormorans, goélands et mouettes rieuses sont de sortie, vêtus de leur plus beau plumage. Le kayak de mer permet d'observer au plus près les nombreuses espèces d'oiseaux présentes en fin de journée. Le grand cormoran, celui qui est blanc et noir, en fait, c'est une sous-espèce qui vient du Maroc, qui s'implante en Bretagne, en fait, et qui commence à copuler avec les cormorans du coin. Donc ça fait une nouvelle espèce de cormoran. Qui tourne-pierre sur le rocher. Ils ont la couleur des lichens. En fait, ils ont un petit peu d'orange, un petit peu de noir, un petit peu de marron. Ils se font dans le paysage. Ça s'appelle les tourne-pierres parce qu'ils retournent les cailloux. Donc il faut faire attention quand on voit les oiseaux à s'éloigner un petit peu de façon à ne pas les surprendre. À la fois silencieux et rapide, le kayak de mer permet de découvrir les côtes bretonnes sous un nouveau jour. Un moment unique qui, même pour les habitués de la région, reste exceptionnel. Naviguer au ras de l'eau, c'est vraiment une sensation bien différente par rapport au surf, par exemple, où on est vraiment dans le cœur de l'action. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus calme. On est sur un plan d'eau où ça varie. Il y a des moments où on est exposé à la houle, il y a des moments où c'est beaucoup plus tranquille. Et c'est un bon moment. C'est dans ce cadre idyllique que s'achève notre découverte du pays de l'Orient.
Vous avez pu le voir, la magie de ces côtes bretonnes réserve bien des surprises. Alors, vous connaissez maintenant votre prochaine destination de vacances.